Bonjour, on se retrouve pour le bilan du mois d'août dans un décor un tout petit peu différent. Pas de raison particulière à part que j'avais envie de changer de décor. Bref, au mois d'août, j'ai encore énormément lu et ça, je suis toujours très contente. Encore une fois, j'étais en vacances et on avait beaucoup de temps de transport, ce qui m'a permis de dégommer des livres et ce qui explique aussi pourquoi certains livres, je les ai pas avec moi parce que soit je les ai prêtés, soit on me les a prêtés. J'ai pas lu que des livres de ma pile à lire. J'ai pu découvrir d'autres livres, c'était sympa. J'ai avancé des sagas et ça normalement vous le savez parce que vous avez vu, sinon vous pouvez aller le faire directement, ma vidéo sur mes sagas en cours. J'ai beaucoup lu 11 livres, j'ai un peu l'impression que c'est mon nombre de livres lus par mois un petit peu habituel, mais en tout cas voilà, 11 livres c'est vraiment cool. On est sur 2-3 livres par semaine, donc ça me permet d'avancer énormément dans ma pile à lire. Toujours les petites statistiques du début, sur ces 11 livres lus, il y en a 7 écrits par des femmes et 4 par des hommes. Encore une fois, ceux écrits par des hommes, ça s'explique notamment parce que je continue des sagas écrites par des hommes. Et sur ces 11 livres, 5 sont de la SFFF. Et même argument, j'ai continué des sagas. 4 sont des essais et 2 sont des livres de littérature blanche. Donc on va commencer d'abord par la SFFF, puis par la littérature blanche, puis par les essais. Le premier livre que je vous présente de SFFF, c'est donc Les Aventuriers de la mer de Robin Hobb, le tome 2, et je vais en parler dans mon bilan lecture sur les sagas. Je n'aime pas particulièrement cette saga, vraiment j'attends le tome 3 pour me décider du coup si je continue ou si j'arrête cette saga, cette suite à l'Assassin Royal. Je suis pas particulièrement attachée ni au personnage, ni à l'histoire, ni aux enjeux. Donc pour essayer de résumer, on va suivre plusieurs personnages. Donc on est dans un roman choral, on va suivre notamment la famille Vespérite qui est divisée notamment autour de l'héritage du père et du bateau particulier, donc qui est de la Vive-Nef. À ça s'ajoutent les transformations qui existent dans la ville de Terreville. Je suis plus très sûre des noms. Sur les questions d'héritage, est-ce qu'il faut continuer à commercer de la même façon, même si c'est une façon qui appauvrit, ou en tout cas qui ne permet pas de faire des bénéfices très importants, ou est-ce qu'il faut revenir sur ces traditions pour faire plus de bénéfices, mais dans ce cas-là, ça veut dire accepter de faire du trafic d'esclaves. Donc il y a ces questions de modernité, de tradition, ces questions autour du bateau qui a quand même une particularité très importante puisqu'il prend vie. En tout cas, il est capable d'avoir conscience de ce qu'il se passe dans son navire, en lui-même. Il peut avoir des conversations, il peut ressentir quelques émotions. Il y a plein de thématiques autour de ces personnages. Pour le moment, on n'en sait pas beaucoup plus et moi, ça me donne pas envie de continuer. Mais bref, je l'ai déjà dit plein de fois. Donc on se retrouve dans mon avis de septembre peut-être et pour savoir si j'ai continué ou pas. Une fois n'est pas coutume, j'ai enchaîné une intégrale de La Roue du Temps, donc toujours écrit par Robert Jordan. J'ai adoré cette intégrale, vraiment il se passe des choses folles, des révélations incroyables. Très régulièrement dans ma lecture, j'avais des réactions vraiment très fortes, verbales, j'étais obligée d'extérioriser. Et j'ai vraiment apprécié, je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que ça correspond à l'intégrale 5 et je n'ai pas envie de vous spoiler, mais vraiment il y a des révélations incroyables. Il se passe quelque chose de grandiose, mais vraiment de grandiose. Et j'en ai pleuré. J'en suis toujours pas remise et c'est aussi pour ça que je tarde à lire le tome suivant, donc le 11. Parce que j'ai peur, j'ai très très peur. Si vous l'avez lu, vous savez à quoi je fais référence. Donc, avancer La Roue du Temps, ça c'est une bonne chose. Je vous l'ai dit dans ma vidéo sur les sagas, j'aimerais vraiment continuer à ce rythme-là. Une intégrale par mois, ça serait quand même vraiment cool. Ou au moins une intégrale sur 2 mois, histoire d'avancer cette saga Titanex. 4e livre de SF que je vais vous présenter, il s'agit du Serpent, donc le tome 1 de la Maison des Jeux de Claire North. J'en ai déjà rapidement parlé dans ma vidéo sur les sagas, mais ça a été un immense coup de cœur. Il est très court, j'ai dévoré ce tome 1 en une journée, quasiment en une après-midi. Je pouvais pas lâcher le livre, il y avait vraiment tout qui m'intéressait.
que ce soit les personnages, l'histoire, il y a une part importante de géopolitique. Enfin, vraiment, tout était fait pour me plaire et ça m'a plu et j'ai commandé plutôt le tome 2. Donc je pense lire le tome 2 très rapidement en septembre. Pour l'histoire, on est à Venise en 1610 et on va suivre une jeune femme dont le mari est un joueur invétéré. Et un soir, elle va suivre son mari à la maison des jeux et elle va commencer à jouer. Sauf que cette maison des jeux est très particulière parce qu'elle repère les joueurs et joueuses les plus forts et fortes, les plus subtils, ceux et celles qui ont un beau jeu, pour leur conférer un statut supérieur. En fait, la maison des jeux et les personnes qui dirigent cette maison des jeux vont permettre à ces joueurs et ces joueuses choisis d'entrer dans la haute loge. La haute loge, c'est une partie de la maison des jeux dans laquelle on joue non pas à des jeux classiques, à des jeux pour l'argent, à des jeux pour le pouvoir, mais on joue avec les gens. Et donc notre personne va se voir attribuer un personnage réel, magistrat important de Venise de cette époque, et elle va devoir jouer avec les cartes qui lui sont attribuées par la maison des jeux pour faire élire cette œuvre. Vous comprenez pourquoi je vous disais qu'on a une dimension géopolitique très forte. J'ai trouvé l'univers original, vraiment, on avait envie de se balader avec notre héroïne dans les rues de Venise. Toute cette histoire de jeu est vraiment bien construite, c'est vraiment c'est très intriguant. Bref, un coup de cœur quoi. Je peux pas vous en dire plus que ça parce que ça fait que 120 pages, mais c'était un coup de cœur à tel point que j'ai vraiment hâte de lire le tome 2 et que je pense mettre tout en pause dès que je le reçois pour le lire. Dernière lecture de SFFF à vous présenter, il s'agit donc de Civilisation de Laurent Binet et j'ai été déçue, mais vraiment déçue et je suis triste d'avoir été déçue. En fait, je m'attendais pas à ça. Et je m'attendais à autre chose. Et comme à chaque fois, quand je m'attends à un truc très particulier, je suis déçue de ne pas avoir ce à quoi je m'attendais. Ça part du principe que les populations amérindiennes n'ont pas survécu au génocide perpétré par les colons européens quand ils et elles ont colonisé ce qui va devenir l'Amérique, notamment parce qu'ils n'avaient pas les anticorps pour leur résister, mais aussi le fer et les chevaux. Et donc là, l'auteur recrée un monde dans lequel les Incas ont survécu et disposent de ces trois choses. Et donc, il va essayer, dans une première partie, au tout début du livre, de nous expliquer comment les Incas ont réussi à obtenir ces trois éléments importants. Et après, dans une seconde partie de l'histoire, comment les Incas, grâce à ces trois éléments, vont pouvoir, du coup, non pas être les colonisés, mais les colonisateurs du monde, donc du vieux monde, à savoir de l'Europe. Et ce postulat vraiment m'intéressait énormément. J'avais hâte de savoir comment l'auteur allait pouvoir justifier le fait que les Incas puissent avoir ces trois éléments et comment ils allaient s'en servir pour coloniser le monde et comment l'Europe allait pouvoir survivre à ça, qu'est-ce qu'allait devenir en fait notre continent. Et le récit, certes c'est ce récit-là qui est raconté, mais il est raconté de trois manières différentes. Donc tout d'abord on a le point de vue d'une femme viking, puis on a le point de vue de Christophe Colomb, puis on a le point de vue du dirigeant Inca qui va coloniser l'Europe. Et donc les deux premières parties, l'écriture ne m'a pas plu parce que même si en fait je comprends le jeu sur l'écriture qu'a fait l'auteur parce que dans la première partie il écrit à la manière d'une saga nordique et dans la deuxième partie il écrit à la manière des carnets de voyage de Christophe Colomb dont on a quelques traces. Donc autant je comprends le jeu sur la forme et je trouve ça très intéressant, très subtil pour l'histoire, autant le fond m'a manqué un petit peu dans le sens où je ressentais pas beaucoup de sentiments pour les personnages. Leur histoire m'intéressait pas vraiment. En fait, je pense que la forme n'a pas réussi à m'embarquer et du coup, j'ai pas aimé le fond. En fait, la forme n'a pas réussi à m'envoûter, en fait, tout simplement, et le fond n'a pas réussi à me captiver. Et dans la troisième partie, où on suit, en fait, l'empereur Inca, oui, c'était sympa, mais encore une fois, j'en avais un peu rien à faire des personnages. J'aurais aimé peut-être que l'histoire soit pas écrite de A à Z, mais plutôt qu'on suive l'empereur Inca à une période donnée
de l'histoire et qu'on ait par petites touches des bribes de ce qui s'était passé dans le passé. Bref, c'est pas le choix qu'a fait l'auteur et je le respecte tout à fait, mais du coup ça a été quand même une déception et j'ai pas passé un moment de lecture grandiose. Après, encore une fois, j'ai passé un bon moment de lecture, c'était plaisant, c'était facile à lire, voilà. Et j'en profite juste pour vous montrer ma lecture en cours, comme on parle des lectures de SFFF et qu'on est quand même au mois d'août. Il s'agit donc de Köchel, le tome 1, La Marque, écrit par Jacqueline Carré. Je ne l'ai pas compté dans les livres lus, même si j'ai lu, au moment où je vous parle, 300 pages quand même, un peu plus de 300 pages, 350 sur les 1200. Donc j'ai lu à peu près un quart du livre. Je ne l'ai pas terminé quoi, donc il ne peut pas compter. Mais vraiment pour le moment, j'aime vraiment beaucoup. Il y a tout ce que j'aime, de la géopolitique, une construction du monde, des personnages attachants, une plume vraiment qui donne envie de continuer à la lecture. Je me perds un peu sur les personnages et là où j'en suis, je me dis qu'un arbre généalogique, ça me ferait pas de mal. Même s'il y a la liste des personnages au début, mais je trouve ça pas très clair comment c'est présenté. Je vous en reparle du coup au mois de septembre, quand je l'aurai terminé. Parce que je pense que je l'aurai terminé fin septembre. En tout cas, il faut, parce que sinon, si je le laisse trop traîner, je le finirai jamais. On passe aux livres de littérature blanche, et les deux, je les ai pas en ma possession. C'est pas grave. Le premier, il s'agit de Lady Suzanne de Jane Austen, que j'ai adoré. Il s'agit d'un roman épistolaire, et c'est avec ce roman-là que j'ai découvert Jane Austen. J'avais jamais lu cette autrice et je vais vraiment y remédier parce que j'ai passé un excellent moment de lecture, ça a été un coup de cœur. Donc on va suivre Lady Suzanne dont le mari est mort et qui a une fille adolescente qu'elle ne peut vraiment pas blairer, et Lady Suzanne va intriguer pour pouvoir se rendre chez son beau-frère, donc le frère de son mari décédé, pour un peu passer l'hiver dans une maison. Elle a plus d'argent en fait pour sa vie, pour le train de vie très dépensier qu'elle mène à Londres. Et en fait, elle va intriguer là-bas de manière amoureuse, mais tout ça de manière très contrôlée, avec le frère de sa belle-sœur, à qui elle fait miroiter un mariage, alors qu'elle a encore son amant en tête. Voilà, elle manigance, et c'était vraiment jouissif de lire ces manigances, de lire toute cette vie aristocratique londonienne de la période victorienne. Enfin, vraiment, c'était plaisant. J'ai adoré suivre les personnages de Lady Suzanne, et j'ai trouvé ça très moderne, en fait, parce que la question de la maternité se pose, la question du désir d'avoir un enfant se pose, la question des relations mère-fille, des relations indues de parentalité. C'était vraiment très moderne, j'ai trouvé, dans le traitement de ces questions. Et aussi, ce que j'ai adoré, c'est la liberté, notamment parce qu'elle vient d'une famille aristocratique, parce qu'elle a de l'argent, même si elle n'en a pas tant que ça. Donc la liberté de Lady Suzanne, j'ai trouvé qu'elle était rafraîchissante. Vraiment, ça a été, je vous dis, un court roman, il doit faire même pas 120 pages, mais ça a été mon premier coup de cœur, je pense, de l'été. Et c'était trop bien, donc on va continuer à lire du Jane Austen par la suite. Deuxième lecture de littérature blanche, il s'agit de People We Meet on Vacation de Emily Henry, qui est une romance que je vous mettrai quelque part à l'image et que vous avez dû voir passer sur les réseaux sociaux parce que tout le monde en parle. Et c'est mon deuxième livre de romance que je lis après The Love Hypothesis d'Ali Hazelwood. Et Emily Henry est souvent considérée comme l'égale d'Ali Hazelwood. J'avais plus de lecture, enfin c'est pas que j'avais plus de lecture, mais je voulais pas commencer Köchel à ce moment-là, je voulais quelque chose de plus léger pour clôturer le challenge auquel je participais cet été. Et donc j'ai pris ce livre-là, et ça a été une lecture en mitigé, en demi-teinte, une lecture vraiment contrastée, parce que la première moitié du livre, j'étais dedans, j'ai bien aimé les personnages, etc. Et la deuxième partie, je me suis dit tout ça pour ça. Bon, je vais essayer de vous expliquer l'histoire sans vous spoiler. On va suivre deux personnes qui sont amies depuis très longtemps, et j'ai oublié leur prénom, mais c'est pas grave. Donc la fille est blogueuse, influenceuse voyage, lui est professeur, ils sont amis depuis le début de la fac, et ils ont un rituel tous les ans, ils partent en voyage ensemble l'été, assez loin quand même, ils partent souvent en Europe, et que c'est des Américains et Américaines. Bref, et donc on sait qu'à un moment donné, leur dernier voyage ensemble en Croatie, il s'est passé quelque chose, et depuis, ça fait 2 ans qu'ils ne se parlent plus. Le roman s'ouvre sur cette double temporalité où l'héroïne va reprendre contact avec son meilleur ami
et il et elle décident de partir ensemble en voyage un peu pour retrouver leur amitié. Et on a donc les deux temporalités. À chaque fois, on suit l'été en cours et leur voyage vers Los Angeles, il me semble, et les autres étés de manière chronologique. Et on va progressivement apprendre ce qui s'est passé. Et j'ai envie de dire, merde, genre ça fait 2 ans que tu parles plus à ton meilleur ami. Il faut qu'il y ait une vraie raison à ça. Si c'est ton meilleur ami depuis 8 ans, j'en sais rien, depuis de nombreuses années, que t'es collé à lui H24, que c'est réciproque, que tu ne peux pas lui parler pendant 2 ans, ça nécessite une raison très importante, ou en tout cas pour moi. Et en fait, la raison, elle est vraiment, j'ai envie de dire, nulle. Elle ne justifie pas les 2 ans de non-communication, cette distance qui a été mise, etc. pour une absence de communication, quelque chose qui se serait réglé avec la moindre des conversations. Et donc, une fois que l'élément qui explique leur non-communication a été révélé, j'étais là, tout ça pour ça, en fait, c'est trop nul. On aurait pu se passer du livre, de cette histoire, parce que il faut communiquer. Donc, j'ai été déçue à partir de ce moment-là et j'ai enchaîné un peu. Et voilà, bon, bref, on est sur une romance où ça finit bien, la fin est pas originale, etc. Mais vraiment, cet élément m'a déçue. J'ai trouvé que ça ne marchait pas, que c'était juste un élément pour le roman. Et que c'était vraiment improbable dans le sens où, pour moi, ça justifie pas cette raison qu'on ne parle plus à quelqu'un qu'on aime autant pendant 2 ans. Donc voilà pour ces deux livres de littérature blanche, un bilan vraiment contrasté à ce niveau-là. Je vais m'essayer une dernière fois à la romance avec un autre style, vu que j'avais lu un Enemy to Lovers et là un Friends to Lovers. On va essayer un 3e genre pour après avoir une idée un peu plus claire sur qu'est-ce que j'en pense de la romance. Et au mois d'août, j'ai lu 4 essais. Et en fait, je m'en étais pas rendu compte que j'avais lu autant d'essais et je suis contente parce que c'est un genre par moment, surtout l'été, que j'ai tendance à délaisser. Au moment du bilan, au moment de faire les statistiques, j'étais vraiment contente de ce chiffre-là. J'essaye au moins d'en lire 1 ou 2 par mois, mais là vraiment 4 l'été, au mois d'août. C'était cool. Alors, il y en a 2 qui sortent un peu de ma zone de confort, ou en tout cas du type d'essai que j'ai l'habitude de lire et que vous voyez passer sur cette chaîne. Puisque le premier, il s'agit de Vivre sur Mars de Cyprien Verseux. Peut-être que vous vous en doutez. Je ne sais pas si j'en ai parlé sur la peut-être si, quand j'avais lu le livre sur la Lune de Fatoumata Kébé. Mais j'aime vraiment beaucoup l'astronomie. C'est quelque chose qui m'intéresse et à la fois, j'y connais pas grand-chose. Mais par exemple, mon genre, on va dire, de livre de SF préféré, c'est le Space Opera, Planet Opera. Parce que j'adore cette idée de découvrir de nouvelles galaxies, de nouvelles planètes. Parce qu'il y aurait de la vie, comment l'humain pourrait interagir avec ces formes de vie-là, etc., etc. Et donc, quand j'ai vu ce livre-là, je me suis dit, trop bien, quoi, ça rentre un peu dans mes thèmes de prédilection, et en plus, c'est de la vulgarisation, parce que j'ai aucune connaissance scientifique sur le sujet. On va suivre Cyprien Verseux, qui est un astrobiologiste français, donc en fait, il va étudier, si j'ai bien compris, la vie sur les autres planètes, s'il y en a, grâce à nos connaissances sur notre planète à nous. J'espère que j'explique vraiment bien son métier et que j'ai compris. Et donc, ce jeune homme va être volontaire pour vivre une expérience de 1 an, totalement isolé, à Hawaï, avec plusieurs personnes, je crois qu'ils sont 6 au final. Donc, ils vont vivre sous un dôme, sans communication avec l'extérieur, pour simuler les conditions de vie sur Mars et voir comment l'équipe peut s'en sortir si on envoie en fait des gens sur Mars. Et donc il raconte cette expérience-là, cette expérience d'isolement, cette expérience aussi d'adelphité avec ses camarades, mais aussi les expériences scientifiques qu'il a pu mener, les expériences scientifiques dont il était le sujet, parce qu'ils étaient étudiés, puisque ce groupe en fait était étudié par des psychologues et des médecins, et il revient aussi sur qu'est-ce qu'on sait sur Mars, qu'est-ce qu'on ne sait pas, qu'est-ce qu'on pourrait découvrir, qu'est-ce qu'on pourrait en faire, en quoi ça serait pertinent, parce que lui, il défend cette thèse-là d'aller sur Mars. Donc, sur l'expérience que lui a vécue, j'ai trouvé ça intéressant comme témoignage de vie, très courageux, parce que personnellement, j'irais pas m'enfermer 1 an quelque part sans contact avec d'autres personnes que les 5 camarades, à manger des produits, vous savez, l'isophilé, les produits qu'on met, auxquels on doit rajouter de l'eau là pour pouvoir se nourrir. Bref, on n'a pas les résultats d'expérience que les psychologues et les médecins ont pu avoir
fait de cette expérience. Donc bon, ça c'est dommage, mais en même temps c'est la temporalité de l'écriture du livre qui veut ça. Et après, j'ai vraiment apprécié le volet sur les connaissances qu'on avait et qu'on n'avait pas sur Mars, les hypothèses plausibles, sur comment ça avance. Voilà, cet état un peu de la science, mais expliqué à des personnes comme moi, pour le coup, qui n'y connaissent pas grand-chose, ou en tout cas, qui n'ont pas de compétences en biologie, en physique, en chimie ultra développées, ou tout simplement développées. Donc ça, c'est un point important du livre. Après, je trouve toujours ça très intéressant d'écouter et d'aller voir quand la discussion est posée, sereine, rationnelle, les arguments des autres camps. Je n'ai pas forcément d'avis, ou en tout cas je ne vais pas l'exposer ici, sur est-ce qu'il faut aller sur Mars, et si oui, dans quelles conditions et pour y faire quoi. Mais du coup, lui avait un raisonnement là-dessus, il avait vraiment beaucoup réfléchi avec des connaissances, encore une fois, que moi j'ai pas. Et je trouve ça intéressant du coup d'aller lire ses arguments et après du coup pouvoir se forger une idée sur la question. C'est un récit que j'ai vraiment bien aimé, qui est accessible, vraiment abordable et que je vous conseille si le sujet vous intéresse. Un autre essai pareil qui sort de ma zone de confort, c'est ce livre-là, donc Les Suicidés du bout du monde de Leila Guerriero, que j'avais vu passer sur la chaîne de Flowfy et je pense que je croyais que c'était un roman quand je l'ai acheté. Bon, bref, c'est pas très grave. Donc on va suivre la journaliste qui va enquêter en Patagonie, donc tout au sud de l'Amérique du Sud, donc qui appartient à l'Argentine, parce qu'il y a eu une vague de suicides dans une période temporelle restreinte qui concernait des jeunes. Et donc elle va aller enquêter pour essayer de découvrir, ou en tout cas c'est ça le point de départ, les raisons de ces suicides. Comme on peut s'en douter, les raisons sont à la fois très personnelles et très impersonnelles. Elle met en avant des causes. Donc là, ça fait écho à des ouvrages de sociologie plus modernes, ou enfin des ouvrages de sociologie qu'on a pu lire sur la question. Donc les causes sont le manque d'intégration sociale, le manque de perspective, l'absence de travail, l'absence d'avenir, ou en tout cas penser qu'on n'a pas d'avenir, la pauvreté, etc. Et j'ai trouvé très touchant sa manière d'écrire parce qu'elle donne vraiment la parole aux principaux concernés, donc aux familles des suicidés. Elle est une journaliste, donc une femme lettrée. A priori, elle vient de Buenos Aires, donc de la capitale. Il y a vraiment une fracture très importante entre la capitale et la Patagonie. Ça a l'air d'être très conflictuel, un peu la zone oubliée du pays. J'ai oublié de préciser que la petite ville où elle enquête, c'est une ville pétrolière qui ne survit que grâce à l'industrie du pétrole et à une entreprise qui est en train d'être privatisée. Donc tout ça, ça joue dans le contexte économique et par conséquent dans l'explication de cette vague de suicide. Et donc on aurait pu penser, on pourrait s'attendre à ce que la narratrice, la journaliste en question, ait un point de vue très classiste sur la question, très surplombant, peut-être hautain, et en fait pas du tout. Elle leur donne la parole de manière très touchante, sans jugement. Et on ne sent pas du tout, du coup, cette fracture de classe. Et ça, j'ai trouvé vraiment intéressant. J'ai apprécié ma lecture, mais sans plus. Pour le coup, je trouve que c'est un bon exemple à la thèse de Durkheim sur le suicide. Avec un peu d'analyse sociologique, on retrouve la typologie qu'avait mis en place cet auteur. Et en faisant cette démarche-là, j'ai trouvé que le livre était plus intéressant. Et pour les deux derniers essais, on retombe sur ma zone de confort, entre guillemets, le féminisme. Donc le premier que je vais vous présenter, il s'agit de ce livre-là, La cause des femmes de Gisèle Halimi. Ce livre-là était déjà dans ma pile à lire du Shiny Spring Challenge, que j'avais pas lu à ce moment-là, pas du tout, mais c'est pas grave. Donc dans ce court texte, ça fait moins de 300 pages, Gisèle Halimi va revenir sur son parcours, donc sur son enfance, sur ses engagements, sur le procès de Bobigny, sur sa vie en fait, sur une des grandes causes qu'elle a défendues, l'avortement, etc. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant de lire dans le texte déjà cette brillante avocate, mais aussi d'aller voir ses arguments qui, par certains égards, sont vraiment très modernes et font écho aux nôtres, et forcément datés. Il y a des éléments qu'on ne dirait plus comme ça. Il manque de l'inclusion, par exemple, pour les personnes trans ou les personnes LGBT. Mais j'ai vraiment apprécié du coup de lire son parcours, lire ses plaidoiries, comprendre comment elle avait mis en place le procès de Bobigny, comment elle avait fait pour gagner, quelle avait été sa stratégie. Elle explique qu'elle n'est pas toute seule à l'avoir gagné, qu'il y a tout un collectif derrière elle,
qu'il y a il y a tout un réseau de femmes. Bref, c'était vraiment très intéressant et je vous le conseille, mais attention du coup, il y a quelques trigger warnings dedans. Et je sais pas pourquoi je conclue avec ce livre-là que j'ai pas forcément aimé, et c'est peu de le dire. Donc il s'agit de Femina Vox, qui est écrit par un collectif de femmes, et l'idée c'est de faire un résumé un petit peu thématique de la situation des femmes en 2022. Donc ça, c'est le pitch de départ. Sauf que je dois rajouter que c'est des femmes qui sont intervenues au forum de l'UNESCO avec la participation exceptionnelle de la Grande Duchesse du Luxembourg. Donc voilà, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée de qui on va retrouver. En fait, ce livre rassemblait quasiment que des femmes des pays occidentaux, blanches, riches, bourgeoises. Et donc, même si elles avaient fait des actions qui sont quand même féministes, j'ai trouvé que ça restait quand même un féminisme très blanc, bourgeois, occidental, et que c'est bon, quoi. En 2022, on est passé à autre chose, on a compris la nécessité d'avoir un féminisme inclusif, intersectionnel, et même s'il y a des femmes racisées qui interviennent, déjà elles sont minoritaires par rapport aux femmes blanches, et ces femmes racisées sont quand même des femmes très lettrées dans leur pays, du coup riches, et elles restent bourgeoises. Et leurs actions se lisent du coup dans ce cadre occidental, capitaliste, et ça m'a posé problème. J'ai trouvé du coup cette vision assez datée du féminisme, et j'ai pas énormément apprécié. Il y a des courts textes qui sont quand même accessibles, notamment sur la situation afghane, sur la situation en Ukraine. C'était bien, hein. Mais le 4e texte sur l'Afghanistan, où on apprend exactement la même chose, où ça nous explique les mêmes événements, sans élargir, sans inclure dans l'histoire de l'Afghanistan et notamment l'histoire des féministes afghans, c'était dommage au bout d'un moment et c'était lassant. Bon voilà, j'ai pas apprécié ma lecture parce que je pense que clairement je suis pas la cible de ce féminisme-là et j'y crois pas à ce féminisme. Mais bon, au moins il a le mérite d'exister et peut-être d'être une porte d'entrée à la fois au féminisme mais peut-être à ces critiques là et la compréhension de pourquoi ce féminisme est daté. Bon, on a fait le tour de ces 11 lectures du mois d'août. Donc, pour résumer, 11 livres lus, 1 en cours. Donc, c'est quand même pas mal. J'ai avancé des sagas, même si j'en ai commencé 2 avec Köchel et La Maison des Jeux. Mais La Roue du Temps, on a bien avancé. Et un bilan plus mitigé, plus contrasté pour la littérature blanche et les essais. Je sais pas si je vais pouvoir continuer à lire autant en septembre parce que y a la rentrée quand même et le boulot va s'accumuler. Mais j'ai dans l'idée d'essayer de continuer au moins à lire un livre par semaine parce que vraiment c'est important et c'est ma soupape un peu pour évacuer. Et du coup en septembre on se retrouve quand même avec une échéance importante et cette question capitale. Est-ce que j'abandonne ou pas les aventuriers de la mer? Même moi, j'ai envie de savoir. C'est pas que du titre, mais j'ai envie de savoir. Du coup, qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai vraiment un avis tellement mitigé sur cette question-là. Bref, vous pouvez parier dans les commentaires d'ailleurs. Encore une fois, merci de votre soutien. Merci d'être toujours aussi présent et présente sur la chaîne. De me soutenir à la fois par message privé, en commentaire. Si vous êtes timide et juste, vous savez pas quoi mettre comme commentaire, n'hésitez pas à mettre un emoji soleil. Comme ça, on va peut-être refaire venir le soleil et continuer cet été et prolonger notre été. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!